Bonjour à tous, bonjour Geoffroy, bonjour Alexis, bienvenue dans le webinaire Snapshift. Nous allons démarrer dans quelques instants, juste pour laisser le temps aux derniers arrivants de se connecter. Hop. Allez, on va démarrer. Donc bonjour à tous, juste avant de rentrer dans le vif du sujet, nous allons passer aux présentations. Donc, je suis Aurélien Lemasson, je suis responsable de la marque et du contenu chez Snapshift et je serai votre animateur tout au long de ce webinaire. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, Snapshift est une application de type SAS pour simplifier la gestion RH des équipes des commerces de proximité, les hôtels, les cafés, les restaurants, boulangeries, pharmacies, salles de sport et bien évidemment magasins alimentaires, ce dont nous allons parler aujourd'hui. Donc, Snapshift, nous sommes donc une application, comme je vous le disais, pour simplifier les RH. Les managers peuvent créer des plannings suivre en temps réel les retards et absences de leurs équipes, peuvent communiquer avec elles via la messagerie instantanée. Et à la fin du mois, les données de travail sont directement transmises au comptable pour l'édition de la paye. Donc maintenant, je vais donc poursuivre avec. Je vais vous inviter à vous présenter, donc Alexis et Geoffroy. Donc peut-être Geoffroy en premier, je te laisse prendre la parole pour te présenter, si tu veux bien, ainsi que le skipper. Oui, donc Geoffroy d'Argentlieu, je suis le président fondateur de TimeSkipper. On est aussi un éditeur en mode SaaS. Notre métier, c'est pour les enseignes du retail, c'est de les aider à organiser et piloter le temps de travail quotidien de leur équipe. Voilà. Après, j'irai un peu plus dans le détail tout à l'heure. Je vais laisser Alexis prendre la parole. Super, merci. Donc, Alexis, en direct depuis son magasin. Alexis Roux de Bézieux, donc j'ai créé COS, on a 3 points de vente à Paris et je suis également président de la Fédération des épiciers de France, qui est l'organisation professionnelle qui représente les épiciers indépendants. Et le sujet m'intéresse au premier point parce que le premier poste dans nos métiers après les achats de marchandises, c'est la masse salariale et donc notamment l'efficacité dans la constitution des plannings, de l'organisation des tâches. Très bien, merci beaucoup. Alors, je vais juste un petit point pour vous rassurer. Évidemment, nous ne portons pas de masque parce que nous ne sommes pas ensemble. Hein, ce n'est pas parce que nous éliminons les mesures barrières, bien évidemment. Pour continuer, du coup, comment va se passer ce webinaire? Donc, d'abord, pourquoi est-ce que nous faisons le webinaire sur ce thème? Parce que, vous le savez, dans les points de vente alimentaires, et plus particulièrement dans les réseaux de proximité en back-office, c'est toujours un peu la course. Comme mentionnait très brièvement Alexis, entre la gestion des plannings, des équipes, des stocks, le temps d'attente, etc. Il ne reste plus beaucoup de temps aux gérants pour optimiser la rentabilité de leur point de vente. Donc, du coup, si vous cherchez des solutions concrètes pour mieux piloter vos RH et vos opérations sur le terrain, eh bien, c'est le but de ce webinaire. Donc, du coup, vraiment, de trouver des moyens de capturer le temps gaspillé en magasin pour ne plus en perdre avec la gestion du quotidien, tout en améliorant sa rentabilité et son expérience. Donc, pendant ce webinaire, nous allons expliquer comment organiser, digitaliser, simplifier et surtout automatiser les processus à travers plusieurs exemples et témoignages concrets qui viennent d'Alexis et de Geoffroy. Dans un premier temps, bon, évidemment, c'est inévitable, on va vous parler du contexte actuel post-Covid, enfin, même on peut pas vraiment parler de post, du contexte Covid d'ailleurs, et de ses impacts sur l'expérience du magasin et l'organisation. Dans un second temps, on va voir plus des clés d'organisation d'un parcours client réussi. Ensuite, nous parlerons vraiment du point de vue du digital et de comment intégrer le digital dans ses process, et avec à chaque fois une intervention d'Alexis en tant que consommateur des épiceries COS, pour avoir son témoignage. Petit point logistique, juste avant de démarrer, donc vous pouvez poser vos questions à tout moment sur le webinaire via l'onglet questions de l'interface. Donc là, normalement, vous avez une capture d'écran qui s'affiche sur votre écran pour vous montrer où est-ce que c'est. Toutes les questions seront traitées en fin de webinaire. Nous y consacrerons à peu près 15 minutes pour y répondre. Donc, dans un premier temps, c'est parti, attaquons la discussion avec donc, le Covid, les enjeux, les impacts du Covid. Alexis, est-ce que tu peux nous dire un petit peu plus sur les impacts sur l'activité, sur comment tu as appréhendé les chocs, le choc, comment tu t'es adapté? Alors, les impacts du Covid, ils sont nombreux et ils sont variés en fonction des typologies de points de vente et des emplacements. En gros, les hypermarchés ont continué à décroître cette année. Le drive a eu une croissance, je crois, de pas loin de 50 ou 60%, et la proximité, une croissance de 30%. Maintenant, c'est très varié en fonction de où est-ce qu'on se situe.
Nous, ce qu'on voit, c'est que les épiciers en zone rurale ont cru assez fortement pendant la période du confinement. Et en centre-ville, c'est beaucoup plus nuancé, ça dépend des villes. Sur des villes comme Paris, il y a des quartiers qui ont profité à fond du fait que certaines personnes soient bloquées chez eux. Et il y a d'autres endroits où les gens ont eu tendance à partir dans leur résidence secondaire et donc il y a eu une baisse de fréquentation. C'est le cas plutôt des quartiers résidentiels, donc de l'ouest de Paris notamment. Et jusqu'à la semaine dernière, on constatait qu'il y avait à peu près 10% des Parisiens qui n'étaient pas revenus. Donc ça, c'est le premier point. Un certain nombre d'épiciers se sont organisés pour faire notamment du click and delivery ou du click and collect. Le click and delivery a fonctionné, moi, ça c'est pour le coup mon expérience, assez bien pendant le confinement, mais après, il a quasiment disparu. Alors, probablement pas pour les gros acteurs de la distribution qui continuent à faire du produit de grande consommation assez pondéreux et avec un panier moyen relativement élevé. Mais pour des enseignes de proximité, les clients ont repris globalement leurs habitudes d'avant. Oui, je confirme là sur le Drive. Le Drive, même s'il n'atteint pas les taux de croissance qu'il y a eu pendant le confinement, il reste étonnamment haut. C'est-à-dire qu'en fait, la baisse qu'on s'attendait un peu plus forte n'est pas encore arrivée. D'accord. Du coup, donc, il y a eu en quelque sorte en fait, une hausse de l'activité sur certains points, notamment le Drive, une baisse en même temps sur la fréquentation des magasin. En fait, si j'ai bien compris. C'est relatif en fait, ça dépend un petit peu des points. Ça dépend beaucoup des zones de chalandise. Moi, j'ai l'exemple d'une épicière qui était sur le port de Noirmoutier qui a très mal travaillé parce qu'il n'y avait pas de gens qui étaient en vacances. Elle bossait pas mal avec les campings notamment. On a des épiciers dans les Vosges qui ont quasiment doublé leur chiffre d'affaires. Et en centre-ville, ça va de moins 30 à plus 30 ou plus 40%. C'est assez mitigé finalement. Ok. Et est-ce que du coup, il y a aussi eu des changements d'habitude au niveau des achats, de la conso, qui ont été remarqués pendant... Les changements d'habitude, là, c'est plutôt mon expérience chez COS, c'est qu'on s'aperçoit que le panier moyen a augmenté, mais la fréquentation a chuté de manière assez importante, ce qui traduit, et globalement le chiffre d'affaires est en recul, ce qui traduit plusieurs choses. La première chose, donc des gens qui soient soit en télétravail, soit encore dans leur résidence secondaire, premier point. Deuxième point, des gens qui viennent probablement moins fréquemment. Et ça s'en ressent globalement sur le chiffre d'affaires parce que quand vous venez tous les jours ou tous les 2 jours, vous avez de la place dans votre panier pour un article supplémentaire, un achat d'impulsion, alors que quand vous avez une liste de courses, que vos courses sont déjà relativement lourdes, vous êtes moins tenté de prendre le petit achat d'impulsion pour 2 raisons. Un, le volume du panier et 2, le poids des courses que vous avez transportées chez vous. Et ça, Alexis, c'est depuis la réouverture, il y a la même tendance. Alors, il semblerait que depuis une semaine, ça commence à être un peu mieux. Je pense que l'effet, entre guillemets, exode, il a été favorisé par les mois d'été. Maintenant qu'on commence à rentrer dans l'automne, je pense qu'il y a un certain nombre de personnes qui vont revenir. Et puis le deuxième point, c'est qu'on a l'impression qu'il y a moins d'inquiétude de la part des clients. C'est-à-dire qu'ils ont compris qu'il allait falloir vivre avec ce virus et donc il y a moins de panique. Mais on note quand même chez les personnes âgées une fréquentation de nos points de vente en très, très, très sensible diminution. Là où on pouvait voir certains clients 4 à 5 fois par semaine, et ben on va les voir plutôt 1 fois par semaine ou 2 fois par semaine. Et les plus fragiles font quand même très attention. D'accord. Et donc justement, face à ces quelques changements, est-ce que ça, en termes de gestion d'équipe, alors comment est-ce que vous vous êtes organisé? Alors là, je vais parler de moi. Bon, il y a 4 dispositifs qui ont été mis en place par le gouvernement et selon la taille des entreprises, d'ailleurs, les dispositifs ont été utilisés de manière plus ou moins importante. Plus l'entreprise était petite, plus ils ont fait appel au fonds de solidarité, soit de niveau 1, soit de niveau 2. À partir du moment où il y avait 4, 5, entre 4 et 10 salariés, les entreprises ont eu tendance à faire appel parfois au chômage partiel et plus de 10, elles ont fait appel aux prêts garantis par l'État. Nous, personnellement, on a fait appel à la fois aux prêts garantis par l'État sur une partie et puis sur une partie de chômage partiel pour toute la partie restauration traiteur qu'on a chez nous et qui était complètement à l'arrêt. Voilà. Maintenant, il y a des dispositifs qui sont en cours de validation ou quasiment totalement validés, dont l'activité partielle de longue durée. Voilà. D'accord. Et en matière
En matière de parcours client, en matière de processus, du coup, en matière plus d'organisation. Alors nous, il y a eu un impact, alors qui est un impact encore une fois assez mitigé. Nous, on a fait le choix dès le départ d'emballer en fait toute la partie vrac, qui n'était pas présentée chez nous en silo, mais qui était présentée dans des jarres à l'air pour des impacts sanitaires, bien évidemment. Et donc la part de l'achat d'impulsion lié au vrac a chuté de manière très importante chez nous. Mais pour autant, nos fournisseurs ont fait une très très bonne période de confinement, notamment parce qu'ils travaillaient avec beaucoup d'épiceries orientales et que ça s'est combiné avec la période du Ramadan et donc le dîner de rupture de jeûne dans lequel les gens se sont certainement pas mal retrouvés autour de produits qu'on consomme plutôt en vrac, des olives, des amandes, des noix de cajou et autres. Donc ça, c'est le principal point. Après, tout ce qui est la jauge dans les magasins, le marquage au sol, la protection en plexiglas au niveau des caisses, la protection des équipes avec des visières au départ et puis avec des masques après, l'usage de gants. Et on en a profité également pour digitaliser, on a profité du confinement pour digitaliser toute la partie hygiène et traçabilité, ce qu'on n'avait pas fait précédemment. Voilà, mais ce sont les pratiques que l'ensemble des entreprises ont mis en place. Et le syndicat d'ailleurs des épiciers a beaucoup communiqué, notamment via une boucle WhatsApp avec les adhérents, sur la fiche qu'il fallait mettre, sur est-ce que je suis susceptible, si un client ne porte pas le masque chez moi, d'être verbalisé ou pas. Sachez que non, en l'occurrence, vous ne pouvez pas être verbalisé parce que vous n'êtes pas la police. Mais vous pouvez éventuellement refuser l'accès à un client qui refuserait de porter le masque si vous le souhaitez. Voilà, ce genre de choses. Ok, c'est effectivement bon à savoir. Geoffroy, est-ce que tu vas intervenir là-dessus? Tu as quelque chose à rajouter là-dessus? Non, je pense qu'effectivement, la situation au niveau des magasins de proximité est assez variée. Ceux qui s'en sont sortis le mieux, ça a été les enseignes du type Intermarché qui ont en fait un maillage territorial et une taille qui ont permis en fait euh, de servir un certain nombre de clients de manière très facile et en plus avec des drives qui étaient généralement accolés et ils ont pu à la fois servir les clients de proximité et puis offrir une offre digitale, enfin de canaux, si vous voulez, spécifiques, donc drive particulier, mais aussi livraison à domicile, qui ont explosé. Et compte tenu de leur emplacement à la fois donc de proximité, relative proximité, plus leur taille qui est quand même relativement grande, c'est-à-dire une offre assez riche, pu offrir aux clients un service complet. Ce type d'enseigne s'en est sorti pendant cette période au mieux et reste aujourd'hui, continue à avoir le vent en poupe aujourd'hui parce que l'offre digitale, c'est-à-dire tous les canaux digitaux, continuent à marcher relativement bien, ce à quoi ils ne s'attendaient pas. Voilà, je dirais un petit peu, mais c'est sans doute un peu différent parce qu'effectivement, je pense que la réalité dans les villes est, à mon avis, plus. Enfin, les étendards, je dirais, le fait qu'une réalité locale a beaucoup plus d'impact, à mon avis, au sein d'une ville que dans des campagnes où les choses bougent moins. J'imagine que dans les flux pour Alexis, à la fois de travail, ont dû quand même un peu bouger. Les habitudes de consommation à déjeuner, ceux qui venaient aller chercher leur snacking au moment de déjeuner, a dû beaucoup changer. Et ça a dû avoir des impacts assez importants à la fois sur le réappro, sur la logique de réapprovisionnement. Enfin, je pense qu'Alexis, Oui, alors dans les observations qu'on a pu faire pendant le confinement, c'est qu'on a vendu beaucoup de viande. Ça, c'est quelque chose, mais ce qui est logique d'une certaine manière, les gens qui se sont retrouvés à prendre 3 repas chez eux par jour, alors que d'habitude, ils en prenaient 1, voire 1,5 ou 2, mais voilà. Donc là, il y a eu un vrai impact. C'est d'ailleurs le principal en termes de consommation qu'on ait noté. Et donc, le panier moyen a explosé également, mais c'était lié au fait que les gens ne faisaient pas les courses du tout de la même manière. Il y a toujours une prime à la traçabilité et autres. Les enseignes qui faisaient du direct, du local ont très bien fonctionné dans l'ensemble. Limite, plus ils étaient petits, plus ils fonctionnaient.
Donc, ça a accru cette forme de désaffection des modèles des années 50 et du modèle de l'hyper avec la société de consommation, l'hypercroissance. Donc là, il y a un mouvement qui est en cours, mais qui est en cours déjà depuis probablement une dizaine d'années et qui se poursuit. Et ça a peut-être mis en lumière de manière encore plus criante le besoin des consommateurs de traçabilité, de liens, de déléguer tout partie de son panier de courses à un tiers de confiance. Et c'est aussi pour ça, à mon avis, que les indépendants, donc Leclerc, Inter, Super U, Biocoop, s'en sont plutôt bien sortis parce que ils ont la possibilité d'avoir un sourcing produit un peu différencié. Ils ne fonctionnent pas avec une centrale d'achat, ou alors quand bien même une centrale d'achat, il peut y avoir des appros en direct. Et puis que vous avez un vrai patron à la tête d'un magasin et pas juste un salarié qui n'est pas impliqué de la même manière. Justement, de passer à la partie suivante, je vais poser une question volontairement très ouverte. C'est évidemment comment est-ce que tu vois l'avenir, comment est-ce que vous voyez tous les deux l'avenir par rapport à ça, par rapport à. Parce que malheureusement, la crise n'est pas encore terminée. Donc, est-ce que vous pensez qu'il va y avoir encore d'autres adaptations nécessaires ou d'autres changements majeurs nécessaires par rapport à la situation que nous vivons? Enfin, je réponds. Moi, ce que je vois sur l'impact, en fait, sur la distribution alimentaire, c'est que, comme le soulignait tout à l'heure Alexis, ce qui était déjà engagé s'accélère. Il n'y a pas un changement, je dirais, dingue de la distribution alimentaire. On voit à plusieurs éléments, c'est-à-dire qu'en fait, effectivement, quand on prend l'offre, eh ben, effectivement, le circuit court, la qualité des produits, eh ben, c'est devenu, et je pense qu'avec le confinement, ça a accéléré ce besoin d'avoir quelque chose de près, d'important. Alors ça, c'est assez vrai, je pense, dans les villes où il y a un pouvoir d'achat assez important. Et ensuite, l'autre point, c'est qu'on voit que l'accélération des circuits digitaux qui se sont énormément développés pendant le Covid. On est à plus de 50% hein, et dans certains circuits, je crois que ça a été au mois de mai, à plus de 97%, je crois, notamment en drive. Bref, il y a eu des changements de comportement. Les acteurs, je pense, de plus en plus, ceux qui étaient en retard, eh ben, vont développer cette offre alternative. Et ça va s'accélérer. Je dirais la refonte de l'offre qui était partie avec des principes de circuit court, du bien manger, vont continuer. Et puis, il va y avoir, à mon avis, un point aussi, c'est qu'il y a une problématique de pouvoir d'achat qui est en train de se pointer. Et je pense qu'il va peut-être y avoir des rééquilibrages entre les différents réseaux et une remontée un peu plus forte des réseaux, je pense, de hard discount qui vont prendre un peu plus de part de marché pour répondre à une baisse d'un besoin de consommation assez important. Voilà, après, il y a plein d'autres phénomènes qui vont arriver, mais je dirais sur les grandes masses, voilà ce que je pourrais dire dans un premier temps. Je suis assez d'accord. Je suis assez d'accord avec ce que dit Geoffroy. Après, sur la visibilité, ça, ce sont les grandes tendances. Sur le reste, on navigue un peu à vue, mais c'est le propre d'une crise. Donc, il faut faire le dos rond. Et puis, des jours meilleurs reviendront. Mais moi, je ne vois pas de climat de confiance se restaurer avant probablement deuxième semestre 2021 ou plus tôt. Voilà, je pense que là, il va y avoir une vraie purge d'une certaine manière durant les 9 mois, 9 à 12 mois qui viennent. C'est-à-dire qu'on a une première vague, il va falloir commencer à rembourser les échéances d'emprunt qui avaient été décalées. Donc là, à mon avis, ça va créer une certaine sinistralité. Ensuite, il va y avoir le remboursement des PGE l'été prochain. Donc, à mon avis, fin 2021, ceux qui ont passé la vague et qui sont toujours là seront toujours là. Et il y en a beaucoup, malheureusement, qui resteront en termes d'entreprise sur le carreau. Voilà, quand bien même le gouvernement a mis en place beaucoup de choses pour essayer d'éviter au maximum les dépôts de bilan, mais ça ne sera malheureusement pas possible. Et la deuxième chose que j'anticipe pour le coup, c'est une forme de vrai rééquilibrage des loyers commerciaux.
Je pense que le pouvoir est en train de changer de main. Il a été pendant très longtemps entre les mains du bailleur. Je pense qu'il vient entre les mains du preneur. C'était déjà le cas dans toute la partie immobilier commercial, grands centres commerciaux et autres. Je pense que c'est en train de changer, y compris en centre-ville, et je ne serais pas étonné qu'il y ait une forme de crise immobilière. Aujourd'hui, dont personne ne parle, mais il va y avoir dans des villes comme Paris, il y a un certain nombre de gens qui ont acheté de l'immobilier et qui l'ont mis en Airbnb et donc qui ont assis leurs actifs sur de la dette et il va bien falloir qu'ils remboursent la dette. Donc, à mon avis, il y a des logements qui vont changer de main ou qui repasseront en location longue durée. L'immobilier commercial, il y a pas mal de magasins, à mon avis, qui ne rouvriront pas. Donc, il va y avoir une forme de tarissement, à la fois d'appauvrissement global de la population et de rééquilibrage sur la valeur de l'immobilier, à mon avis, d'ici 2 ou 3 ans. Effectivement, on va voir un petit peu ce qui va se passer par rapport à ça. Donc justement, c'est ce qui va permettre d'enchaîner sur la deuxième partie, donc pour limiter au maximum toutes ces entreprises qui risqueraient d'être laissées sur le carreau à partir du moment où elles pourront rembourser leurs emprunts et le deuxième semestre 2021, comme tu disais Alexis. Donc il faut plus que jamais les liens comme celui-ci sont nécessaires pour les aider à mettre en place une organisation et un parcours client réussi pour au moins tenter de limiter la casse de ce point de vue-là. Donc, surtout que tu en as parlé au début, le temps vient tellement manque en général pour s'occuper de ces aspects-là, tant la gestion personnelle et les autres tâches administratives prennent du temps. Donc, moi, j'aimerais te poser comme première question, quels sont les pièges majeurs ou les pièges de façon générale à éviter en termes d'organisation Et puis, en fait, le point, c'est que après, ça dépend de la vision éthique qu'on peut avoir de l'entreprise. C'est-à-dire que soit on se dit, j'embauche des part-time et jour 4 heures par jour. Il y a des modèles qui existent et qui sont assez profitables. Soit on a une vision un peu différente, qui est une vision d'une équipe en fait constituée de gens qui vivent de leur travail et donc qui sont embauchés à plein temps. Auquel cas, c'est quand même un métier difficile dans lequel la masse salariale, c'est encore une fois le premier enjeu, parce que c'est un métier dans lequel il y a beaucoup de transport, beaucoup de logistique, beaucoup de manutention et beaucoup de conseils clients. Quand bien même la grande distribution, par exemple, a pu essayer de tout limiter avec des magasins totalement libre-service, avec des caisses sans caissière et autres. Mais si on a cette logique-là, ça veut dire plusieurs choses. Ça veut dire que, il faut arriver à respecter la convention collective. Et il y a des conventions collectives qui sont plus simples que d'autres. Mais qui ont d'autres avantages. La convention collective de l'épicerie, en l'occurrence, elle ne permet pas ce qu'on appelle le travail fractionné entre un matin et un soir. Il y a 2 heures de pause maximum. Donc, respecter la convention collective. Et 2, avec notamment une génération qui arrive sur le marché du travail, arriver à bien articuler, si vous voulez, le temps personnel et le temps professionnel, et donc avoir pas mal de souplesse dans l'organisation. Nous, par exemple, dans la mesure du possible, on essaye de faire en sorte que l'ensemble des membres de l'équipe ait un week-end sur 2 off, samedi et dimanche, ce qui est plutôt rare dans le commerce. Pour vous dire, je connais une enseigne de la grande distribution dans laquelle une fille de notre équipe a travaillé et elle disait qu'elle avait le droit de poser 2 samedis dans l'année, le samedi du départ de ses vacances et du retour de ses vacances pour une histoire de location, et sinon c'était uniquement le mariage de son frère, de sa sœur, de ses parents, de ses enfants, le cas échéant, ou le sien, mais sinon aucun autre samedi n'était posable en termes de congés payés. Et ça, il y a une génération aujourd'hui qui n'est pas prête à ça. Et donc la dimension humaine, elle est capitale. Il faut arriver à articuler à la fois le bien-être des salariés dans une équation économique qui est complexe, et la distribution ou le commerce en règle générale sont des métiers qui payent mal parce qu'il n'y a pas d'élasticité prix et donc il y a peu de marge pour pouvoir payer mieux, malheureusement. Oui. D'où l'importance effectivement de bien organiser son magasin parce que et qu'en fait les heures de travail soient le plus utiles possible. Donc il y a un enjeu majeur dans la distribution, c'est effectivement comment rendre ces heures utiles. Et après, les problématiques sont un peu différentes selon les tailles des magasins. La logique industrielle est plus applicable, je dirais, sur les grands formats. Après, il y a une logique qui commence à s'industrialiser sur les petits formats. Et après, il y a les formats de proximité où
où effectivement la connaissance de la charge de travail très important, mais la polyvalence de facto existe. Et avec un enjeu majeur, c'est couvrir souvent des horaires d'ouverture dans la proximité qui peuvent être assez longues. Donc en fait, il y a ça. Et puis comment, dans la journée, j'arrive à ajuster finalement en fonction des flux clients, les bonnes personnes au bon moment, et puis en disant aux équipes, bah, attendez, là, sur ces moments-là, vous pouvez commencer à faire ça, mais la priorité, c'est d'accueillir le client, de le conseiller et d'être avec lui, de l'accompagner. Et en temps masqué, si vous n'avez rien à faire, voilà ce que vous pouvez faire. Et c'est plus ce type je dirais, d'ajustement qu'il faut faire. Mais finalement, les choix ne sont pas si énormes que ça parce qu'on doit couvrir beaucoup de enfin, je pense qu'Alexis confirmera, mais on doit couvrir finalement beaucoup plus d'heures et on n'a pas beaucoup de solutions finalement pour pouvoir dire, ben, je vais mettre un tel pendant 2 heures en plus à ce moment-là et puis lui dire de partir plus tôt. C'est pas toujours possible de le faire à la fois d'un point de vue recrutement, d'un point de vue convention collective. Donc le vrai sujet, c'est comment j'arrive à bien identifier quand est-ce que je mets en rayon, quand est-ce que je réceptionne mes produits et quand est-ce que je dois être en priorité avec mes clients quand ils arrivent. Et tout ça sous fond de polyvalence. Voilà un petit peu les enjeux. Et ce que tu dis, Geoffroy, c'est totalement vrai. Nous, le constat qu'on fait, c'est qu'il y a quand même plusieurs choses qui sont d'ailleurs un peu ambivalentes. C'est-à-dire que le client, il rentre dans un magasin dans lequel il y a du monde, et quand il y a du monde, c'est à la fois des salariés et des clients. Donc il y a une prime, le monde attire le monde, et donc il faut des effectifs. Maintenant, le point crucial, c'est que c'est ce qui coûte le plus cher. Alors, il y a beaucoup de choses qui ont été faites par le gouvernement, notamment des aides à l'apprentissage cette année. Et puis qu'il faut un effectif minimum pour ouvrir ou fermer un magasin. Chez nous, c'est 2 personnes et en deçà, ça ne tient pas. Il y a même un magasin où c'est 3 personnes et que les conventions collectives ne laissent pas forcément beaucoup de marge sur la possibilité de faire des choses. Donc, résultat, les plannings sont souvent un casse-tête. Et parce que nous, on les a fait pendant 5 ou 6 ans sous Excel. Maintenant, on utilise, il se trouve, Snapshift. Alors, comme je le disais à Aurélien, Snapshift, c'est relativement cher. Il y a un gain de temps et de confort. On s'est posé beaucoup de questions avant de savoir si on implantait Snapshift, si on implantait Skello, si. Et on a trouvé que Snapshift était pour le coup, les plus efficaces, et notamment en termes de rapport qualité-prix par rapport à nos effectifs. Et on a testé. Et d'abord, il y a une directrice de magasin qui a testé d'abord pour voir si c'était rentable ou pas. Et elle me dit que ça a changé sa vie. Parce que c'est vrai que les plannings sous Excel, même si c'était automatisé et autres, c'était un temps assez incroyable. Mais on s'en comptait que maintenant, les salariés, il y a un peu de gamification là-dedans, ils se sont pris au jeu et ils demandent eux-mêmes leur droit à leur congé payé à leur manager via l'application. Quand elle les valide, ils apparaissent dans le planning. Donc, il y a quand même des choses qui sont qui font gagner pas mal de temps. On peut changer assez simplement un salarié d'un magasin à un autre, changer les shifts, ajuster sans avoir à paramétrer de l'Excel, et ce qui est quand même pas mal. Je pense aussi qu'effectivement, tu as raison, et ça rejoint un peu ce dont tu parlais dans le premier point, qui est la volonté pour la nouvelle génération sur le marché du travail, qui a plus de revendications, notamment qui veulent plus concilier vie personnelle et professionnelle, mais aussi peut-être être aussi également plus au cœur de la gestion de là où ils sont, avoir un rôle plus important et ne pas être simplement des pions que l'on place entre guillemets. Et Snapshift, effectivement, au-delà de faire gagner du temps sur la partie Excel, sur la partie pardon, sur mon planning qu'on gère avec Snapshift et puis avec Excel, eh bien, les salariés, en s'échangeant les chiffres directement sur l'application, pouvoir communiquer entre eux, ça leur donne aussi l'impression d'être plus impliqués dans ce qui se passe dans leur propre magasin et du coup d'être un peu acteurs de leur propre parcours finalement. Je pense que c'est indéniable. Nous, on envoie les plannings, enfin des pré-plannings 15 jours avant le début du mois, ce qui est la loi, hein, enfin, entre 15 jours et une semaine avant. On demande aux individus en préalable s'ils ont des indisponibilités qu'ils veulent nous faire connaître.
Et puis le principe, c'est dans la mesure du possible. Alors, je dis pas que ce soit appliqué à 100% et ça dépend peut-être un peu des patrons de magasin, mais c'est si jamais tu veux prendre une après-midi, pour peu que tu t'organises avec un de tes collègues et que ça n'obère pas le fonctionnement du magasin, à savoir qu'il y ait toujours le même nombre de personnes sur le point de vente, eh ben, écoute, tu peux changer, quoi. Il faut juste prévenir ton manager et puis tu t'organises. Et ça, je pense que c'est quelque chose d'assez important en effet, avec les jeunes générations qui n'ont pas du tout le même rapport au travail, à la hiérarchie, aux clients et à l'entreprise en règle générale. Oui, c'est quelque chose qu'on peut observer sur tous les secteurs d'activité sur lesquels on opère. C'est vraiment, que ce soit de la restauration, de la boulangerie, des magasins alimentaires, il y a ce point commun qui est, voilà, la nouvelle génération veut plus de flexibilité, veut être plus au centre de leur gestion RH, de leur propre parcours au sein de l'établissement. Et c'est aussi pour ça qu'on existe, c'est sûr. Justement, alors, ce que tu dis va permettre d'enchaîner sur la prochaine question que je vais te poser. Donc, vous posez d'ailleurs aussi, je crois aussi, sur les fondamentaux d'une gestion d'équipe optimale. En fait. C'est-à-dire que certes, il y a du coup ce côté flexibilité, ce côté écoute et ce côté cet aspect vraiment laisser de la place aux équipes que l'on manage et ne pas être seulement dans un management 100% vertical et vraiment du coup ne laisser aucune place à la réponse. Mais quels éléments tu vois d'autres en fait sur vraiment ce qui est fondamental dans la gestion d'équipe? D'un point de vue opérationnel, vas-y peut-être Alexis, après moi je dirais un peu, peut-être dans d'autres magasins ce que je vois, non, enfin dans d'autres secteurs. Ouais. Alors moi, je dirais au niveau macro, c'est raisonner en équivalent temps plein et avoir une bonne idée de ce que doit ou ce que peut représenter la masse salariale sur les grandes équipes d'un compte de résultat. Au niveau managérial, c'est travailler au maximum sur la polyvalence, mais vraiment au maximum sur la polyvalence pour que ne pas avoir de trous dans la raquette et que chaque individu puisse gérer un rayon fromage, un rayon fruits et légumes. Alors, c'est pas toujours facile. Et puis, responsabiliser, autonomiser au maximum. Voilà, avec un principe de subsidiarité, c'est-à-dire que moi, j'ai un principe assez simple, c'est celui qui fait, qui sait. Et c'est pas forcément le grand patron en mode vertical. Et donc, le maximum de souplesse pour le maximum d'agilité et le maximum de réactivité. Tu voulais ajouter quelque chose? Non, je pense qu'effectivement, il y a aujourd'hui la configuration dans le magasin de proximité en alimentaire doit reposer effectivement sur sans polyvalence. Je vois pas comment on peut s'en sortir. Je pense qu'il y a des sujets de formation. Après, je pense que la capacité à transmettre le métier au sein même d'un petit magasin, à faire et puis à rendre autonome doit être une qualité, à mon avis, doit avoir les directeurs de magasins parce que c'est pas forcément évident d'être complètement autonome partout. Moi, ce que je vois beaucoup, c'est que finalement, dans la proximité, il y a quoi? Finalement, on a peu de place, des livraisons qui sont compliquées. On doit gérer beaucoup de produits finalement dans un peu d'espace. Et puis, on a des flux clients qui peuvent être un peu erratiques. C'est-à-dire qu'en fait, il peut y avoir des montées en charge en sortie d'école, en arrivée. Et la difficulté finalement de tout ça n'est pas forcément avec la capacité, comme le disait très bien Alexis, à pouvoir mettre le nombre d'heures au bon moment parce qu'on ne s'en sortirait pas financièrement. Donc, en fait, c'est prévenir ces équipes pour dire de manière très claire, attendez, c'est quoi là? Telle tâche, vaut mieux la faire à tel moment. En ayant conscience que l'accueil client, la capacité à toujours être auprès du client avec deux choses, c'est à la fois le conseil et puis l'attente en caisse finalement, qui sont les deux choses majeures avec la présence d'un produit, et ben, qu'ils aient ça en tête. Et je pense que le directeur de magasin, il doit finalement s'ancrer sur ces trois principes, c'est de se dire comment j'accueille bien mes clients, comment j'évite la caisse et comment je suis capable de donner une offre complète sans rupture le mieux possible tous les jours. Et en fait, cette équation, elle n'est pas si facile que ça à faire avec des équipes limitées. Et d'où le management, je pense, quotidien qui doit être important. Très bien. Merci Geoffroy. Alors, on va continuer un petit peu.
Puisqu'on a parlé maintenant de la gestion d'équipe, on va pouvoir se pencher un petit peu plus sur la partie parcours client. Donc, Alexis, comme d'habitude, je commence par toi. Quelles sont selon toi les composantes du parcours client optimal et comment est-ce que tu peux mesurer en fait, l'efficacité d'un parcours client réussi? C'est une question assez, on va dire, complexe. Je n'ai pas forcément la réponse. Euh, on a une chance dans l'alimentaire, enfin on a deux chances. On a une première chance qui est que il n'y a pas d'effet solde, donc on a des rotations de produits relativement importantes. Donc quand bien même le stock peut être important, généralement c'est jamais plus de 15 jours, 3 semaines de chiffre d'affaires. Donc ça c'est un premier point. La deuxième chose qui est corrélée à ça, c'est que comme très souvent, et on parle d'achat du quotidien, il y a un taux de prise en main d'articles qui est assez fort. C'est-à-dire qu'un client qui rentre dans une boutique, si la boutique est pas trop mal gaulée ou pas trop chère, il est à plus des trois quarts, il repart avec un article. Alors après, c'est la manière dont on organise le parcours client. Nous, on a quelques principes de base, c'est qu'on essaye de mettre les produits frais, notamment le rayon fruits et légumes, à l'entrée du magasin. Pendant très longtemps, dans les hyper, ça a été mis au fond du magasin, parce que partant du principe que les gens allaient traverser tout le magasin pour acheter leurs fruits et légumes. Nous, c'est l'inverse, on trouve que c'est le produit le plus chatoyant, donc c'est vraiment le produit d'appel. Et puis après, avoir des univers relativement clairement définis. Le sec d'un côté, le frais de l'autre. Après, il y a quelque chose qu'on ne fait pas forcément très bien, c'est toute la partie cross-merch. Mais dans des boutiques de taille réduite, c'est pas forcément évident. Facile à Voilà, c'est beaucoup de bon sens. C'est beaucoup de bon sens. Ok, je crois que tu veux compléter. Je pense qu'aujourd'hui, effectivement, on voit dans les boutiques de proximité un certain nombre de nouveaux concepts dont tous sont pas merveilleux, mais il y a toujours de bonnes idées à prendre. Et effectivement, je pense il faut penser sa boutique avec les différents flux et raisons de clients. Je pense par exemple aux magasins de proximité qui font de plus en plus de snacking pour l'heure du déjeuner, la capacité à mettre peut-être cette offre à un endroit du magasin qui soit visible de l'extérieur et qui donne envie d'aller le prendre. Et en fait, je crois je pense que effectivement, la question compliquée, c'est-à-dire c'est quoi ma clientèle, pourquoi elle vient chez moi, quels sont les flux finalement naturels que je peux adopter et comment finalement j'organise cette offre en fonction de ma zone de chalandise. Et je ne pense pas qu'il y ait une réponse qui soit universelle là-dessus. Je pense que c'est justement le rôle du commerçant, c'est de bien connaître ses clients-là et d'adopter ses principes. Et bah, chez Ego, ça va, par exemple. Parce que si on prend vraiment l'exemple typique de Ego par rapport justement à par rapport à ce que tu as dit sur l'adaptation et sur la mise en place d'un parcours par rapport à ta clientèle. Qu'est-ce que vous avez mis en place? On n'a pas mis, on n'a rien vraiment mis en place. Un magasin, ça évolue quasiment au quotidien. Après, il y a des gros principes d'organisation de l'espace qui rendent les choses plus ou moins mobiles d'ailleurs. À partir du moment où vous avez du frais, qu'il est raccordé à une centrale froide, vous ne pouvez pas changer vos vitrines au jour le jour. Et puis les clients ont besoin de repères d'une certaine manière. Donc on ne peut pas dire qu'on ait une vraie stratégie là-dessus. Ok, d'accord. Et du coup, alors, Non, mais les tendances qu'on voit en proximité, c'est effectivement le frais est devenu le produit d'appel dans les petits magasins, les zones de snacking aussi. Voilà, après, je pense qu'effectivement, les configurations ne peuvent pas changer du jour au lendemain. Puis il y a les nouveaux concepts maintenant de déjeuner, de bar à salade qu'il peut y avoir. Je ne sais pas si dans tes boutiques, il y a des zones d'accueil, restaurants, etc. On voit un peu des univers mixtes qui se créent et une certaine chaleur qui donne envie d'y aller. Et je dirais que c'est Alors, moi, j'ai un avis là-dedans. Il y a deux choses, et c'est d'ailleurs Alexandre de Palmas chez Carrefour qui disait qu'ils avaient été assez surpris dans les quelques années qui viennent de s'écouler de voir que des magasins qui pensaient être des magasins de dépannage
sont devenus des points de vente des points de vente d'approvisionnement principal, on va dire. Ça, c'est une grosse surprise pour eux. Ils considèrent d'ailleurs que la zone de chalandise d'un magasin Carrefour, aujourd'hui d'un magasin de proximité, c'est probablement de l'ordre du pâté de maison, ce qui est quand même assez nouveau. Sur la partie snacking et autres, je ne sais pas ce que ça représente dans la distribution. C'est quand même pas tout à fait le même métier. Alors nous, on n'a peut-être pas forcément une clientèle snacking, mais plutôt une clientèle magasin, une clientèle restauration, mais c'est pas forcément les mêmes flux de clients ou c'est pas les mêmes flux de clients au même moment. Donc ça doit gratter d'un pied de la part de marché, mais comme les boulangeries d'ailleurs en ont déjà avec les sandwichs ont pris de la part de marché aux restaurateurs et comme la grande distribution leur en prend probablement un peu, mais je pense que ça demeure tout de même relativement marginal. Parce que c'est pas forcément la même clientèle. Mais je me trompe peut-être. En tout cas, moi, ce que j'observe chez nous, c'est que la restauration, c'est entre 10 et 15% du chiffre d'affaires, pas plus. Et qu'il faut quelque part choisir son métier. C'est pas le même métier, c'est pas les mêmes équipes, c'est pas les mêmes shifts, c'est pas les mêmes savoir-faire, c'est pas les mêmes savoir-être. Donc, ce sont des métiers très différents et qui trop embrassent mal les trains et que c'est difficile de tout bien faire. Ça c'est sûr. Moi, ce que je vois aujourd'hui dans les enseignes qui sont passées à des zones un peu de restauration, qui ont transformé leur modèle pour accueillir, ceux qui marchent bien, effectivement, sont ceux qui sont des zones de bureaux où en fait, il n'y a pas forcément un boulanger, une offre alternative qui est facile, ou alors il y a une queue énorme, et puis ils sont mis à offrir des offres alternatives qui ne sont pas forcément toujours de grande qualité, mais en tout cas, ils offrent ça. Et en fait, surtout, ce qu'ils espèrent, c'est que derrière, les 3-4 trucs qui manquent à la maison, ils vont le choper en même temps à l'heure du déjeuner. Et ceux que je vois, qu'on a vu qui étaient dans des zones un peu de professionnels, ont effectivement pas mal ont rencontré pas mal de difficultés ces derniers temps. Après, quel est le poids, quoi. Dans ce qui est dit là-dessus, c'est assez intéressant parce que moi, c'est un peu je ne sais pas si c'est le pari que je faisais, mais je me disais, on offre à l'heure du déjeuner, les gens vont compléter pour le soir. Alors, on peut avoir la même clientèle, mais c'est à des moments très différents. Et les gens, quand ils ont acheté leur déjeuner, c'est pas très fréquent qu'ils fassent, enfin, moi, c'est ce que je note, hein, pas forcément très fréquent qu'ils fassent leur course du soir. Quand ils sortent d'un espace restauration chez nous, ils ont plus faim, donc ils vont pas racheter de la nourriture. Et donc, on peut avoir une même clientèle, mais pas au même moment. Ou sinon, on a des clientèles très différentes. C'est ce que je note. Et l'overlap, alors il existe probablement à 30%, mais pas à 100%. Et aujourd'hui, tu as beaucoup de zones de bureaux. Tu es dans des zones de bureaux, pas? On est dans du centre-ville à Paris, donc il y a du bureau, il y a du résident, mais on a des clientèles assez différenciées. Le point sur les courses, alors hormis l'achat manquant, mais si vous êtes en transport en commun, généralement, vous faites plutôt vos courses sur votre dernier kilomètre. C'est-à-dire en rentrant chez vous plutôt qu'en sortant du bureau. Si vous payez une demi-heure de RER, votre panier de courses, il est un peu lourd à porter. Donc, si vous habitez à proximité de l'endroit où vous travaillez et compagnie, oui, il peut y avoir ce potentiel overlap significatif. Sinon, c'est éventuellement du complément, mais en tout état de cause, nous, on a un magasin au Forum des Halles et on voit bien que c'est un endroit dans lequel les gens prennent le métro pour rentrer chez eux et pas en sortant du métro pour rentrer chez eux. Et on voit bien que l'achat des gens qui prennent le métro avant de rentrer chez eux, c'est pas quelque chose de très important. Oui, il va pas faire ses courses avant, il va pas acheter sa salade. Hein. Non. Voilà. S'il est à l'heure, il va le faire sur le dernier kilomètre en rentrant chez lui. Merci beaucoup. Alors, on va passer à la dernière partie juste avant de passer aux questions, parce que je vois que l'heure commence à tourner. On va parler d'un sujet qu'on a déjà un petit peu évoqué, mais sur lequel on va rentrer un peu plus en détail, c'est le digital. Donc, du coup, Alexis, tu parlais de ton utilisation de Snapshift sur la gestion des plannings, sur la gestion des temps de travail. Et du coup, est-ce qu'il y a d'autres solutions numériques que tu utilises pour t'aider au quotidien?
nous, on préfère le contact humain au digital dans la relation avec le client, donc on n'a pas d'écran, voilà. Ce qu'on pourrait faire en digitalisation, mais le problème c'est que l'investissement est très lourd, c'est les étiquettes électroniques, parce que ça c'est un vrai gain de temps et ça vous permet d'être réactif si votre fournisseur change les prix d'achat, parce que vous avez vite fait de perdre de la marge sans vous en rendre compte parce que vous n'avez pas mis à jour les prix de vente. Ça, c'est le premier point. On a également digitalisé pour le coup l'hygiène et la traçabilité, ce qui fait qu'on ne prend plus en photo, enfin, on ne garde plus la traçabilité des produits dans des classeurs pendant 6 mois, mais que tout est sur tablette prise en photo quand on reçoit un produit. C'est la même chose pour les relevés de température. C'est la même chose pour les DLC, des étiquettes secondaires sur la durée de vie qu'on alloue au produit quand on emballe ou quand on déballe un jambon qu'on va servir à la coupe. Voilà ce qu'on a fait sur la partie digitale. En revanche, dans le parcours client et autres, non. Alors, on a des réseaux sociaux, on est sur Facebook, Instagram, Twitter, mais on n'est pas très bon. On va essayer de travailler de manière un peu plus efficace là-dessus dans le futur. Mais pendant le Covid, on a fait du click and delivery, mais on a fait juste un tableau Excel qu'on mettait à jour de manière relativement fréquente, c'est-à-dire 1 à 2 fois par semaine sur notre site internet. Les gens téléchargeaient l'Excel, nous le renvoyaient. Et on a eu une activité rentable parce qu'on avait un panier moyen à 150 € et que ça circulait très bien dans Paris Intramuros. Mais aujourd'hui, je pense qu'on aurait plutôt un panier moyen à 60 € et donc on perdrait de l'argent sur les livraisons. Donc je me méfie, moi, beaucoup de toutes les promesses du digital. C'est dans ce métier qui est un métier de centimier, c'est quoi le retour sur investissement? Et la première chose, quand on a mis en place Snapshift, c'était la première chose. C'est-à-dire qu'on va économiser combien de temps et est-ce que c'est donc rentable d'investir et de placer le temps homme ailleurs que sur cette tâche fastidieuse qui s'appelle le planning. Est-ce que c'est justement cette dimension de gain de temps qui t'a poussé à passer au numérique, donc, du coup à Snapshift, où il y a d'autres raisons aussi qui poussé à justement tester la rentabilité de l'utilisation d'un logiciel digital, d'un logiciel, d'une solution numérique pour la gestion des plannings? C'est ça, hein, c'est juste un arbitrage temps. Hein. C'est ça qui nous a poussé à y aller. C'est la partie gain de temps. Hein? C'est la partie gain de temps, c'est sur la partie gain de temps que tu as. Oui, c'est la partie. Il y a le côté user-friendly, mais c'est avant tout le gain de temps. Le gain de temps, c'est combien ça coûte, combien ça rapporte éventuellement en temps. D'accord. Et donc, du coup, quelle est, je vais te poser la question, parce que maintenant, tu as utilisé la rentabilité, tu as fait le choix de continuer à utiliser Snapshift. Du coup, quelles sont vraiment ces différences par rapport à avant qui t'ont poussé à maintenir Snapshift? Parce à quel point la vie de tous les jours a changé? Alors, je ne saurais pas dire, mais je sais qu'on me parlait en permanence des plannings. Il faut que je fasse les plannings, il faut que je fasse les plannings. Et aujourd'hui, j'en entends plus parler. Donc, quand un sujet remonte de manière récurrente, c'est que c'est un caillou dans la chaussure. Quand il ne remonte plus, ça ne veut pas dire qu'il n'y en ait pas d'autres qui remontent, hein, mais ça veut dire qu'on a peut-être enlevé un caillou dans une chaussure. Plusieurs chaussures, en l'occurrence. Ouais, non, c'est sûr. Un très bon moyen de juger l'efficacité d'une solution, c'est de ne pas en entendre parler. Ouais. Sauf si elle a été mise au placard. Parce qu'une autre Elle est mise au placard, ouais. Et qu'elle ne soit pas utilisée. Hein. Mais c'est pas le cas pour le coup. Donc, je vais parler un petit peu de TimeSkeeper. En fait, nous, on a une solution un peu complémentaire, mais je dirais qu'il est beaucoup plus orienté, si vous voulez, là où Snapsheet calcule des heures de travail, en fait, et puis des plannings qui sont adaptés, qui s'adaptent à la fois à la volonté des employés et qui respectent les contraintes légales et qui font gagner beaucoup de temps aux directeurs de magasins. Nous, on s'occupe de ce qu'on fait à l'intérieur des plannings. Mon métier, moi, c'est en fait, Snapsheet gère des horaires de travail. Moi, je gère ce qu'on fait, le contenu de ces horaires. Combien de temps je fais, combien de temps je prends pour mettre en rayon, combien de temps je prends pour effectivement, tout à l'heure, Alexis parlait de la préparation des livraisons. Ce qu'on oublie souvent, c'est que dans tout le commerce électronique, en fait, pourquoi c'est sans doute un mal nécessaire, mais ça coûte beaucoup plus cher à la boîte parce qu'en fait, on fait les courses à la place des clients. Donc,
c'est quand même embêtant. Et moi, mon métier, finalement, c'est de calculer ça. C'est de calculer ces phénomènes-là. Aujourd'hui, c'est combien de temps, finalement, je mets pour mettre en rayon, combien de temps je mets pour calculer mes ruptures, passer mes commandes, combien de temps je mets pour préparer ma commande dans le cas d'une livraison électronique. Voilà notre métier. Donc, on calcule des charges de travail et puis on regarde à quel moment elles ont lieu, combien de temps je mets aussi en caisse, combien de temps, quel nombre d'heures je passe en caisse. Et puis, on regarde finalement au moment dans la journée, compte tenu des flux. En fait, si vous voulez, il y a deux générations. Le temps en magasin est généré par deux choses. C'est soit le nombre de clients, vous avez du conseil à la vente et de l'accueil, ce qui se fait beaucoup en épicerie où je pense que la qualité humaine de la rencontre a beaucoup plus d'importance que dans des modèles libre-service de super ou d'hyper. Mais là, je pense qu'il y a bien accueillir les clients, c'est devenu très important, donc ça prend un certain temps. Ensuite, vous avez le flux produit. Et dès qu'il y a un produit qui est touché, c'est-à-dire vous le mettez en rayon, dès que vous le passez en caisse, et ça va générer du temps. Et notre métier, nous, c'est de capter tous ces flux-là et puis de calculer finalement le nombre d'heures qu'il faut pour la caisse et à quel moment ça a lieu, le nombre d'heures qu'il y a pour le mettre en rayon, le nombre d'heures pour faire les tâches de gestion et le nombre d'heures qu'il faut pour pouvoir préparer une livraison, etc. Et on regarde ça, on mesure tout ça. Et puis, on regarde à quel moment de la journée ça se fait, puis de savoir si oui ou non, on a assez de personnes à ce moment-là pour passer ces flux. Et donc, ça, c'est utile quand on a, je dirais, un certain nombre de personnes dans l'épicerie ou dans le magasin, parce que finalement, mesurer tout ça de manière précise, c'est important, mais il faut pouvoir avoir… alors, c'est toujours intéressant de connaître cette information, mais on n'a pas toujours la possibilité de pouvoir réagir parce qu'en fait, on est contraint en termes de nombre de personnes à un moment donné de ne pas pouvoir faire autrement parce qu'on a des plages horaires à respecter, on n'a pas assez de personnes au bon moment. Par contre, c'est toujours intéressant de savoir, en fait, ça oblige à réfléchir, à se dire à quel moment je vais faire cette tâche et combien de temps ça va me prendre et est-ce que finalement, je peux peut-être pas aussi trouver une solution pour aller plus vite et gagner du temps à ce moment-là pour soulager les équipes et puis à la limite améliorer aussi le service client. Voilà un petit peu donc c'est la complémentarité entre Schnappsy qui gère finalement des horaires et nous qui répartissons, je dirais, les charges de travail au sein de ces horaires-là, de manière quotidienne. Alors si vous voulez, on se plug au système de livraison de produits. On calcule automatiquement des charges qui sont variables en fonction des livraisons. On calcule aussi les prévisions de charges de caisse à partir d'historiques. On calcule aussi le temps de préparation en fait des commandes pour des livraisons et on met ça en face des horaires des équipes. Donc en fait, je pense qu'effectivement, les TimeSkeeper et Snapsheet sont au moins alignés sur le point de faire gagner du temps au quotidien aux professionnels donc, des magasins alimentaires. Ça, je pense que là-dessus, on est d'accord, que ce soit sur la gestion de planning ou sur justement comment est-ce qu'on occupe ces temps de travail. Merci beaucoup à tous les deux. Je vois que l'heure avance. Et du coup, on va pouvoir passer à la dernière partie de ce webinaire qui consiste aux questions-réponses. On en a reçu quelques-unes. Donc, du coup, je vais les poser de temps en temps. Il est précisé à qui la question est posée, mais quand ce n'est pas précisé, je vous laisse répondre qui veut. Première question d'Alizé qui demande: pensez-vous qu'il soit indispensable de se tourner vers le e-commerce? J'imagine suite à ce qui se passe actuellement. Ça dépend. Moi, j'ai un gros doute sur la rentabilité des modèles. Donc, je vous invite à relire la longue traîne qui a été écrite en 2004, qui disait qu'en gros, Internet deviendrait un marché de prix et de positionnement. Il faut faire attention que pour être référencé et être visible, si vous n'avez pas du référencement naturel ou du SEO, il va falloir que vous achetiez du mot-clé. C'est un loyer totalement variable. Dès que vous arrêtez d'investir, et votre chiffre d'affaires se casse la figure. Et c'est comme si vous aviez en fait sur les Champs-Élysées une boutique, sauf que si vous arrêtez de payer le loyer et le loyer change parce que c'est des enchères, et ben vous risquez de vous retrouver dans une impasse sans même l'avoir souhaité, anticipé ou quoi que ce soit. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que il y a, outre le loyer que vous versez pour être référencé, parce qu'Amazon n'est rien d'autre qu'une foncière, qui ne dit pas son nom, mais c'est une foncière
dématérialisé, on va dire. Il y a le sujet du coût du business. C'est-à-dire que dans la mesure où Amazon a montré que la livraison était gratuite, il ne faut pas oublier, je prends l'exemple d'un acteur de la chaussure, 25% du chiffre d'affaires est concerné par des retours. L'envoi d'une boîte de chaussures, c'est 4 €. Le retour de la boîte de chaussures, c'est 16 €. Donc, vous avez vite fait de bouffer votre marge. Alors, dans l'alimentaire, c'est un peu différent, mais vous avez des produits qui sont pondéreux, des paniers qui sont faiblement valorisés avec des niveaux de marge sur lesquels vous ne pouvez pas vous envoler. Autant livrer un iPhone à 700 balles, ce n'est pas un sujet. Autant livrer 3 kilos de tomates, un paquet de 6 bouteilles d'eau. Avec la marge que vous avez, le coût de la logistique, le modèle, à mon avis, est tout sauf évident. Sauf que tous les distributeurs y vont parce que tétanisés qu'ils sont par Amazon, il faut y être. Je ne suis pas sûr que beaucoup gagnent d'argent dessus. Je confirme tout à fait le fait qu'effectivement, aujourd'hui, tout le monde y va, tout le monde ne gagne pas encore d'argent. Par contre, je pense que, en tout cas, je parle pour la grande distribution, je connais moins bien si vous voulez, les contraintes des épiceries indépendantes, où je dirais, je pense qu'il y a des, il y a sans doute faut modérer le discours. Mais quand même, ceux qui s'en sont mieux sortis aujourd'hui, et beaucoup mieux qu'Amazon, parce qu'Amazon n'est pas très fort encore sur le food, mais c'est ceux qui avaient des modèles déjà assez avancés lors de pour passer l'épisode du confinement, c'est les enseignes qui avaient déjà une offre digitale qui fonctionnait, qui marchait bien. Donc, je pense que il y a quand même un mouvement de fond sur la capacité à gérer du digital. De là à dire que c'est rentable, je pense que ça sera très difficilement. Je suis tout à fait d'accord. On le voit, nous, dans toutes nos mesures, on a plein de données là-dessus. On voit que c'est beaucoup plus difficile. Et comment ça peut l'être? Déjà parce pour une partie, on fait des courses dans un magasin et c'est même pas un entrepôt. Donc, c'est plus difficile à organiser. Et en plus, vous faites les courses à la place du client. Donc, dès le départ, on part avec des difficultés. Et en plus, il y a la livraison. Donc, et quand c'est du drive, bon, il y a toute la problématique en amont. Je pense que, si vous voulez, c'est vrai que c'est cher, mais je ne pense pas qu'aujourd'hui, un acteur dans la distribution puisse s'en passer. Ouais, je suis d'accord. La deuxième question de Iris qui demande quelle est la place maintenant pour le circuit court dans la distribution du marché, selon vous? Alors la question, c'est qu'est-ce qu'on entend par circuit court? Est-ce qu'on entend une empreinte carbone de 100 miles? Est-ce qu'on entend du direct producteur? On a plusieurs manières de l'entendre. Ce qu'il y a de certain, c'est que les Français ont envie de déléguer toute ou partie de leur panier de course à un tiers de confiance et de savoir pourquoi ils ont choisi ce tiers de confiance. Donc, le circuit court, c'est sûr que c'est un mouvement qui est amené à se développer, qui correspond tout à fait aux attentes des consommateurs. La question, c'est qu'en fonction de là où on est, le circuit court, si on parle d'une empreinte carbone finalement assez limitée, ça restreint beaucoup le choix des produits et donc la couverture des unités de besoin. C'est-à-dire, si vous voulez être présent juste dans Paris ou en périphérie parisienne, de facto, il y a plein de produits que vous n'allez pas avoir. Vous ne pouvez pas avoir d'abricots, vous ne pouvez pas avoir de pêche, vous n'avez pas peu de melons, pas ou peu de pastèques, parce que vous n'avez pas de maraîchers. Et notamment aux alentours de Paris, à Carrières-sur-Seine en 1960, il y avait 50 maraîchers, il en reste 5. Donc, et non sans compter qu'ils préfèrent plutôt vendre leurs produits aux restaurateurs qu'ils achètent à des prix plus importants que les épiciers qui, eux, ont des marges moins importantes. Donc, oui, il y a une attente, oui, il y a un modèle. Jusqu'à quel point, comment, est-ce que c'est pour tout? C'est dans la manière dont ça se construit au quotidien qu'il faut arbitrer. Et toi, par exemple, c'est quoi? Tu as mis en place certains produits en circuit court, tu as réussi à avoir. Nous, on fait du circuit court depuis déjà très longtemps. Alors, on fait du circuit court parce que historiquement, on travaille avec un maraîcher qui a Carrières-sur-Seine. Ça, c'est voilà. Et puis, on a des produits d'Île-de-France, mais produits d'Île-de-France, brie de Meaux, le brie de Melun,
des biscuits qui sont faits dans le Gâtinais. Donc là, il y a un certain nombre de produits, mais ce n'est pas la totalité des produits. Le comté vient du Jura. Ça ne veut pas dire qu'on ne pourrait pas faire un comté à Paris, mais ce ne serait pas l'AOP. Et puis après, on fait du circuit court d'une autre manière parce que oui, on a remonté plein de filières et qu'on a une filière pour les champignons sylvestres à Clermont-Ferrand. On a une filière pour les fruits à noyaux dans la Drôme. On a une filière pour le maraîchage à Guérande. On a une filière pour les pommes et les poires à Missillac en Loire-Atlantique et qu'on fait beaucoup de directs producteurs pour le coup. D'accord. C'est une forme de circuit court parce qu'on ne passe pas par 15 intermédiaires, mais au sens stricto sensu de l'empreinte producteur, finalement, directement. Direct producteur. Mais c'est vrai que Drôme, ce n'est pas du circuit court au sens géographique. Oui. On est à 550 ou 600 km. Ok, je vais passer à la question suivante parce que je vois que l'heure tourne, donc on va essayer d'aller un petit peu plus vite. Damien, une question pour toi, Alexis. Comment t'es venue l'idée d'ouvrir des épiceries, des ambitions de développement, et est-ce que tu as des projets de développement, style ouverture, nouvelles ouvertures internationales dans l'année? Alors, comment ça m'est venu? J'avais écrit un livre sur les épiciers arabes et leur rôle dans le lien social. Donc, c'était vraiment le lien, le commerce de proximité comme acteur du lien. Donc, un truc très humain et pas du tout digitalisé ou déshumanisé. Et comme je dis souvent, j'ai fait le magasin que j'aurais aimé avoir en bas de chez moi. Donc, à l'époque, c'était tout sous le même toit. Enfin, c'est toujours tout sous le même toit, avec des produits tracés de qualité, mais on n'était pas forcément tout bio, on n'était pas forcément tout direct producteur, ou on n'était pas forcément tout moins de 200 km. Et aujourd'hui, on est en train de travailler sur l'identification, sans mauvais jeu de mots, de clusters qui pourraient s'appliquer à différentes zones de chalandise. Est-ce qu'il faut qu'on fasse juste un magasin de fruits et légumes parfois? Est-ce qu'on fait des magasins plus petits avec tout sous le même toit, avec ce qui nous paraît optimal? Ça fait maintenant 10 ans, donc il faut qu'on réinvente un peu. On a été pionniers, mais il y a beaucoup de gens qui ont pris des parts de marché de manière un peu partielle, qui sur du fruit et légumes juste d'Île-de-France, qui sur du fruit et légumes et de la fromagerie bio, mais pas forcément d'Île-de-France, voilà. Donc il y a beaucoup de choses. On finit une première étape qui est une étape assez lourde, qui est tous les investissements dans l'organisation du modèle et autres, le remboursement des dettes, parce qu'il y avait quand même beaucoup de dettes à rembourser. Ça, c'est plus ou moins la fin de cette année. Et après, on va pouvoir réévoluer, entre guillemets, mais ça fait déjà 10 ans. Enfin, ça fera 10 ans l'année prochaine. Ok. Et aujourd'hui, du coup, une question qui est un petit peu en lien avec ton histoire, entre guillemets. Charles qui demande quel est ton plus gros challenge en général? Faire grandir les gens. Non, en fait, c'est vrai. Non, mais c'est une histoire. L'équipe, c'est grâce à une équipe qu'un magasin ou qu'une entreprise se développe. Donc, le premier actif, c'est les hommes et les femmes qui composent un point de vente. Et c'est arriver à agréger le bon rythme de croissance pour ne pas mettre l'entreprise trop en risque et les perspectives d'épanouissement, de développement pour les individus. Il y en a déjà un certain nombre qui nous ont quittés ou qui vont nous quitter. Pour certains, reprendre des activités. Je pense à une fille chez nous qui va reprendre un resto avec son mari. Donc ça, c'est génial. Mais l'idée, comme c'est des métiers qui payent mal, moi je dis je ne peux pas forcément payer les talents à mesure de ce qui pourrait être payé. En revanche, j'essaye d'amener à la fois du sens, de l'autonomie, de la liberté et que derrière, les gens puissent faire des vrais jumps. Si un jour on disait Co, c'est la meilleure école de formation dans ce métier-là, je pense qu'il n'y a rien qui me ferait plus plaisir. Donc, la gestion d'équipe. Et enfin, dernière question de Mohamed. Quels sont les principaux ratios de performance, les principaux ratios que tu suis, les indicateurs de performance? Alors, j'en suis assez peu finalement. Moi, je regarde le panier moyen, je m'en fous. C'est le nombre de clients. C'est le nombre de clients. Alors après, ça dépend beaucoup de la masse salariale et autres, mais de ce dont j'ai l'impression, si le modèle est totalement libre-service ou si une personne avec 100 clients par jour ou 110 clients par jour avec un ticket moyen à 12 €, ça fonctionne. Dans un modèle comme le nôtre chez Cos où il y a 5 à 6 personnes par magasin à minima, il faut avoir 250 à 300 clients par jour. Ça, c'est le premier point. Le panier moyen, la vente additionnelle ou quoi que ce soit, c'est pas quelque chose que je suis. Après, je suis la marge brute.
La marge brute dans la grande distrib, dans les hyper, elle est entre 22 et 27%. Dans le bio, elle est entre 32 et 36. Et dans notre métier, il faut qu'elle soit entre 33 et 40 quand on a une masse salariale qui est, si on fait un peu de vente assistée. La masse salariale, idéalement, avec les frais de siège, il faut arriver à pas plus de 20%, sachant que dans la grande distribution, ils sont entre 9 et 11% sans les frais de siège, et que les frais de siège représentent 1,5 à 2% dans la distribution, dans le commerce alimentaire. Dans le commerce spécialisé, la chaussure et autres, les frais de siège peuvent aller jusqu'à 5%. Et puis après, les loyers, maximum 7, 8% en centre-ville. Au-delà, ça devient très, très, très compliqué. Et puis après, les frais fixes. Donc, il y a 3 ou 4 ratios à suivre. Et là-dedans, si vous déposez vos comptes à la Banque de France a des vraies études et ils sont capables de vous dire, moi, chaque année, je présente mes comptes à la Banque de France et je les commente avec eux. Et ils me disent, bah, là-dessus, par rapport au secteur, vous êtes bon, vous n'êtes pas bon. Il y a 3-4 chiffres à suivre. Il ne faut pas avoir des usines à gaz. Il vaut mieux avoir globalement raison, précisément tort. Écoute, je pense que c'est un merveilleux mot pour conclure. Merci beaucoup en tout cas, merci Geoffroy, merci Alexis. C'est donc la fin de ce webinaire. Je ne sais pas s'il y a juste un tout petit mot que vous voulez dire avant de conclure, peut-être une phrase ou deux phrases. Je crois qu'on a un petit peu débordé sur le temps, mais bon, c'est normal, c'est d'intégrer la discussion. Donc, Alexis en premier peut-être. Est-ce que tu as un mot pour finir ou je préfère justement finir sur cette belle punchline? Non, moi non. Mais... Non, c'est très bien. Geoffroy, tu veux conclure? Tu veux faire un petit mot pour conclure? Non, je trouve que je suis plein d'admiration pour Alexis parce que effectivement c'est un métier qui est compliqué, mais je trouve que la dimension humaine, moi je travaille pour la grande distribution, à la fois la distribution spécialisée, je suis tout à fait convaincu qu'effectivement c'est l'homme qui fera la différence. Et même quand il y aura plus de commerce digitalisé qui arrivera, ce sera l'homme qui fera encore la différence. Voilà. C'est parfait. Écoutez, on est tous d'accord là-dessus. Merci beaucoup à vous de nous avoir suivis. Donc, nous allons vous envoyer aussi le replay ainsi que d'autres ressources par email. Si vous voulez, vous aussi, tenter l'expérience Snapflip et voir l'impact que ça a sur vos salariés, nous allons vous envoyer également un lien de démonstration, ainsi qu'évidemment un lien pour essayer TimeSkipper que Geoffroy vous a présenté. Merci beaucoup Alexis, merci beaucoup à Geoffroy encore, merci beaucoup à vous. Je vous souhaite une très bonne journée et n'hésitez pas à allez nous voir sur Snapchat. Et puis encore une fois, nous organisons des webinaires très régulièrement. N'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux. Un lien, encore une fois, va vous être envoyé pour cela, afin que vous ne puissiez pas manquer nos événements. Merci beaucoup. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir.